Salut Sébastien dans Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Salut Sébastien, ça va? Très bien, merci. On te reçoit pour ton deuxième album solo, Thirst. J'allais dire, c'est seulement ton deuxième album solo à 38 ans. Est-ce que c'est une erreur de voir les choses comme ça? C'est une erreur parce que j'ai bossé... je me suis jamais arrêté de travailler en fait. Enfin, c'est une erreur. Oui et non, parce que c'est effectivement seulement le deuxième album. Mais moi, à titre personnel, je me suis jamais arrêté de bosser entre le premier et le deuxième, voire j'ai un peu chargé la dose. Donc oui et non. J'ai une question un peu bête, mais est-ce que c'est compliqué, quand on est de réputation en tout cas timide comme toi, d'assumer un statut d'artiste solo? De ne pas être juste dans l'ombre de Charlotte Gainsbourg, de Philippe Catherine, des films pour lesquels on fait les BO? Timide, c'est, je pense, juste une réputation. À l'écart, je pense que c'est peut-être plutôt le mot. J'ai pas tendance à être à fanfaronner des masses, mais timide peut-être pas. Mon truc, c'est qu'il n'y a pas de timidité, mais il n'y a pas de volonté profonde de se foutre en avant de manière permanente, même si là je le fais. Mais merci. Merci à vous, mais ça part juste de là. Ouais, la réponse, c'est toujours un peu plus compliqué de se foutre un peu à poil ou de se montrer soi pour les projets, ouais. Le projet, en l'occurrence, c'est l'album qui s'appelle Thirst. Le premier single, c'est Thirst. On regarde un extrait du clip qui est réalisé par Gaspard Noé. C'est tout ce qu'on peut montrer du clip quasiment, parce que la suite est plus intense, on va dire. On invite les gens à aller voir le clip sur là où il est, sur les réseaux. La vidéo, elle est à l'image de ce que fait souvent Gaspard Noé, très intense, assez sombre. Est-ce que c'est deux qualificatifs que tu collerais aussi à ta musique ou pas? Ouais, mais elle est à l'image de ce qu'est Gaspard Noé, et Gaspard Noé tend d'être, à mon avis, à l'image de ce que lui perçoit de manière générale du réel, entre parenthèses. Ce qui était intéressant pour moi, et on n'en a pas spécifiquement discuté parce que sur ce sujet-là, on est sur la même longueur d'onde, mais avec Gaspard Noé. Mais l'idée, c'était, il y avait un truc sous-jacent là-dedans qui était, dans les trois quarts des clips, la violence, elle a tendance à être un petit peu montrée comme quelque chose d'assez cool et de. Là, c'est pas le cas du tout. Ouais. Et là, elle est montrée comme elle est. C'est-à-dire que la violence, en vrai, c'est quand même... c'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est vraiment pas cool. Là, on te montre un clip où, quand on te montre de la violence, t'as vraiment pas envie d'être là, quoi. L'idée, c'est que c'était... le morceau, pour Gaspard, lui paraissait très testostéroné, et donc il a voulu, montrer une espèce de... Comme il le dit lui-même, une sorte d'ode à une forme de c'est assez étrange qu'il puisse le formuler comme ça, mais il y a une sorte de virilité positive. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui met une gifle à une nana et t'as tous les autres mecs qui lui tombent dessus. Donc tu sais plus trop quoi, particulièrement dans le contexte actuel, tu sais plus trop quoi penser en fait de ça, et en même temps c'est quelque chose qui existe. Et alors peut-être moins, non, en fait, finalement, je sais pas si ça existe encore, les revanches ou les mecs qui défendent, ce genre de trucs, je sais pas. Tu disais testostéroné, il y a quelques années, Charlotte Gainsbourg, avec qui tu as beaucoup travaillé, parlait de ton ton, de ton son. Très testostéroné. Elle aussi. Elle parlait de ton son comme, elle le définissait comme étant brutal. Et je trouve que c'est beaucoup moins le cas de cet album. T'es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord avec ça. Il est plus intense, mais il est moins brutal. Brutal au sens où... brutal, il a été sur le premier disque, et sur les choses que je faisais avant, déjà d'une, parce que j'étais plus jeune et que c'était beaucoup plus instinctif de le faire comme ça. Et de deux, l'idée c'était de ne pas trop se répéter. C'est-à-dire qu'il y a passé un moment, quand tu as travaillé sur pas mal d'autres projets, tu apprends d'autres choses, le temps t'apprend aussi des choses. Et l'idée c'était plus, par exemple, comme sur ce morceau qu'on vient de voir avec Thirst, le morceau en soi, il donne la sensation d'être violent alors qu'il n'a aucun élément
dans son contenu de violence. Il n'y a pas de kick et de trucs qui explosent, C'est une espèce de longue qui sont à la boucle base ce qui fait qu'un truc est violent. En gros, c'était un peu comment tu donnes une sensation de violence à un truc, alors qu'en fait, d'un point de vue technique, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a quasiment pas d'éléments rythmiques dans le morceau. Et c'était une manière de ne pas me répéter, mais en ayant toujours cette espèce de je sais pas si ça vient de l'instinct ou si c'est un truc de nature, mais de vouloir présenter la musique comme quelque chose d'un peu rentre dedans, quoi. Tu parles d'instinct. Tu as dit, en tout cas j'ai lu que tu avais dit, le cerveau c'est l'ennemi de la musique. Ouais, ça c'était un truc, ça date d'une époque où je travaillais pour le coup avec quelqu'un qui en apparence est relativement doux, qui est Philippe Catherine. On est assez d'accord là-dessus. Bon, c'est une formule, hein. Ça veut juste dire, en gros, que si tu veux, trop de distance critique, trop d'analyse, c'est pas bon au moment où tu es en train de faire la musique. Pour moi, hein. Pour moi, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de filtre, et le cerveau n'a rien à voir là-dedans, et tu analyses éventuellement une fois que le truc est fait, mais pendant, ça freine, ça a tendance à énormément freiner le processus, quoi. Donc c'est juste, ça veut juste dire ça, en fait. Est-ce qu'on peut parler de la pochette? Ouais. Sur ton premier disque, Sébastien embrassait Sébastien. Mhm. Sur celui-ci, Sébastien cogne Sébastien. On a presque l'impression de voir les frères Gallagher se battre, parce qu'en plus tu leur ressembles un peu. C'est quoi l'idée? J'ai pas d'origine anglaise, hein, mais ouais. Tu as dit que c'était une façon de lutter contre le culte actuel de l'amour qu'on a pour soi. Il n'y a pas de message moral, il n'y a pas de... Moi, je distribue pas de bons points en disant qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Cette pochette-là, c'est une réponse à la première, où je m'embrassais moi-même, etc. Parce que déjà d'une, ça me faisait bien marrer. Et de deux, ça correspondait à une époque, effectivement, où moi, je délirais un peu sur ce qu'était que l'ego des artistes qui on l'a vu jusqu'à maintenant, jusqu'à des types comme Kanye, etc., qui en font carrément ça fait partie de l'œuvre, le fait d'avoir quelque chose d'aussi... c'est des égos atrophiés, quoi. Qui peuvent être positifs s'ils sont là pour créer quelque chose, et qui peuvent être destructeurs s'ils sont justement un peu trop là, vides. Et en gros, l'idée de la première pochette, c'était déjà d'avoir un truc relativement frontal comme ça, parce que je le mettais vraiment pleine gueule. Ce qui me faisait marrer avec cette idée-là, c'est déjà qu'il y a une dimension d'humour, mais qui est présentée comme par l'esthétique, comme genre tu n'es pas censé savoir que c'est de l'humour ou pas. C'est à toi de juger. Moi, j'aime bien quand il y a plein de degrés de lecture dans les pochettes. Je vais essayer de synthétiser, hein, parce que là, j'ai réfléchi moi-même, mais l'idée de la pochette, elle est arrivée à un moment où il y avait Facebook qui était plus qu'installé, et où je voyais effectivement pas mal de... C'est un truc que je répète un peu, mais je voyais une forme un peu d'atomisation des égos. Ça commençait un petit peu à monter partout. Et effectivement, 8 ans après, t'as Instagram, Twitter, etc. Et donc, ce qui était vendu comme une forme de progrès à l'époque et comme un truc plutôt... tu vois, genre, ça va être cool, on va connecter tout le monde, on en sent maintenant un peu plus les pesanteurs. Ce qui ne veut pas dire que c'est critique, ce qui veut dire que c'est un constat, et c'est un truc qui me fait marrer une fois de plus de mettre en image, même si, en fait, là c'est un peu intellectualisant sur les bords. En réalité, l'idée c'est d'avoir une espèce d'image de ce que je vais ressentir un peu dans l'air et qui cristallise ça de manière esthétique, etc. Mais est-ce que ça répond à la question? Autre morceau phare de l'album, c'est le morceau Beograd, Ouais. qui lui est mis en image par un autre compagnon de Somi, ouais. Somi. On regarde le clip. C'est quoi Beograd? Beograd, c'est la manière qu'on a de dire Belgrade, qui est donc la capitale de la Serbie, dans laquelle j'ai passé la plupart de mon enfance, parce que moi j'ai passé mon enfance entre la France et la Serbie. Et Belgrade, là j'y vais encore, on y est allé encore la dernière fois, là cette fois-ci pour tourner le clip, mais la majorité de ma famille est là-bas.
Et Belgrade, pour moi, c'est toute mon enfance, c'est ce que je viens de dire, c'est toute ma famille, c'est une culture aussi, et c'est particulièrement... J'ai marqué le point en l'appelant Beograd, parce que j'aime beaucoup y aller, parce qu'il y a un petit côté... quand ça devient un peu trop lourd ici, je retourne là-bas, parce que là-bas, c'est quasiment les années 90. Et il y a un petit côté, les gens sont pas trop obsédés par des questions hygiénistes et autres. Enfin, tu vois, genre tu peux encore fumer des clopes sur des bagnoles, tu peux rouler sans casque, tu peux. Enfin, c'est encore un peu les années 90 là-bas. Ce que j'aime, tu peux cloper dans les restos sans que ça soit trop problématique. Les gens ne sont pas obsédés par leur santé ou par... Enfin bon, tu me diras, ça peut se voir à certains égards, mais j'aime beaucoup cette ville. Je l'ai dit, le clip est réalisé par Somi. Imaginez un album entier de Sébastien. Compagnon de longue date. Imaginez un album entier de Sébastien sans clip réalisé par Somi, c'est impossible. Bah, là, ouais. Surtout que là, ça s'est fait... Comme se sont fait beaucoup de choses chez Headbanger, ça s'est fait assez naturellement. Je veux dire, c'est vraiment de l'ordre d'un ami qui est venu. Et je dis ça au-delà de ses qualités d'un réalisateur, mais il est venu et quand il a entendu le morceau, ça l'a fait vachement penser. Parce qu'il y a un truc qui synthétise un petit peu effectivement le côté et French Touch sur la papade du morceau et le côté semi-orientalisant, parce qu'en Serbie, pour des raisons historiques, la musique est un poil oriental à certains égards, et à certains endroits, pardon. Et il y a un vrai mix des deux, c'est-à-dire il y a un côté un peu intro de Alan Braxe de cette époque-là, mélangé avec un truc qui est un peu qui sent la vodka, quoi. Et lui, ça lui a fait penser directement à mes origines, et donc on est parti là-bas, puisque le morceau a aussi été un peu construit là-bas. Voilà, essentiellement, pourquoi pas aller là-bas. Il y a un truc assez drôle avec ce clip, c'est qu'on s'est aperçu, mais on s'est aperçu après que il y a un type, je pense, qui a une cinquantaine d'années, pour pas essayer de trop le vieillir, qui tourne et qui danse avec une espèce de tête comme ça, genre qui bouge beaucoup. Qu'on voit dans les ruines. Ouais, on s'est aperçu. Ah non, dans les ruines, c'est une famille de gitans qu'on est parti voir sur place. Parce qu'en fait, ça a été fait sur un casting sauvage de rue, et le type, par exemple, dont je parle là, qui a 50 ans, qui bouge la tête très vite, il a été trouvé dans un club à Belgrade, et on s'est aperçu après que en fait ça a été l'avocat de Bobby Fischer, qui est bon, alors c'est un vieux truc, mais Bobby Fischer c'est un champion d'échecs un peu qui est devenu un peu zinzin, et que c'était en plus, enfin quand tu sais qui est Bobby Fischer, c'est un délire de savoir que c'était l'avocat qui finalement, tu sais pas pourquoi est-ce qu'il danse comme ça dans le clip, et qu'est-ce qu'il est venu foutre là. On s'est aperçu que c'était John Bosnick, ou Bosnick, je sais pas comment il le dit, et qui vit au Canada, qu'il aurait participé à la légalisation du cannabis là-bas. Enfin bon, on s'est aperçu des castings, de certains castings après, qui était quand même, on l'a appris par Instagram, par des mecs qu'il avait reconnus, genre ah mais c'est l'avocat de ce type. Et il sait qu'il est dans votre clip, on est d'accord? Ah ouais, non, mais il était complètement volontaire. C'est pour ça que je me demande, le parcours du mec est quand même dosé, quoi. Et donc voilà, ça me faisait marrer. Et l'idée de fond du clip, c'était effectivement un peu comme, tu vois, genre avec Gaspard Noé, on prenait un peu le contrepoids de ce qu'était genre la valorisation de la violence dans les clips. Là, il y a énormément de clips où les gens ne font que danser de manière extrêmement pro et chorégraphiée. Pareil, c'est pas une critique, mais nous on a pris le contrepoids, on a pris de comment les gens dansent quand ils s'oublient en fait, et comment ils dansent en vrai. Et donc voilà, l'idée c'était celle-là, parce que il y a et quelque chose d'éminemment un peu gaguesque et quelque chose de touchant là-dedans. Tes clips sont souvent réalisés par des réals de cinéma. Toi-même, tu as mis en musique certains films, notamment ceux de Romain Gavras, Le Monde est à toi encore l'année dernière. Tu as aussi participé à la bande-son du film Steak, ouais. Dans lequel tu jouais. Je jouais un chien, ouais. Félix. Et quand Charlotte Gainsbourg vient te chercher, c'est aussi pour ça la puissance cinématographique de ta musique. Quand je l'ai rencontré, en fait, j'avais une idée précise
d'inspiration, de musique de film. Je pense que ça lui a parlé. C'est quoi les références que vous aviez? C'était que des musiques de films. Pour ma part, hein, c'était des musiques de films d'horreur, les musiques de Moroder aussi. Il y a un côté Carpenter aussi dans l'esprit. Ouais. Parce que je pense que c'est les films qui m'ont le plus marqué en fait. Il y avait le mépris, avec un côté plus orchestral. Voilà, c'est ça que j'espérais. C'est à quelle place le cinéma dans ta création? Mais étrangement, pas tant que ça. Ce à quoi elle fait référence, c'était effectivement peut-être plus de son côté. On a parlé de cinéma pendant qu'on construisait, mais c'était plus entre nous. Là, je parle de Charlotte. Elle m'a demandé un peu, je crois que ça sortait d'une conversation, elle me demandait quel était mon film de prédilection. Alors, peut-être pas mon chef-d'œuvre, mais qu'est-ce que j'avais maté le plus en film. Et je lui réponds Tenue de soirée de Blier, qui pour moi c'est genre. Et en fait, moi, je m'étais jamais rendu compte, après l'avoir maté 250 fois, je savais que Gainsbourg, son père, avait participé à la bande-son, mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était des dérivés, parce qu'elle me disait mon père recycle beaucoup, a recyclé beaucoup ses musiques pour des films, pour en foutre un peu partout. Et je ne m'étais pas rendu compte que c'était, je crois, une partie des thèmes de Charlotte Forever. Donc sur le coup, je me suis dit, ça tombe bien, mais ce type-là de mélodie, c'est parce que c'est très marqué 80-90, ce type de mélodie, particulièrement chez Gainsbourg, c'était un truc que j'avais envie qu'on intègre dans le disque. Et il y a des morceaux qui sont plus inspirés de ce type de cinéma-là que... Alors, il y a aussi une dimension film d'horreur parce qu'elle adore ça et que il y a effectivement du Carpenter dans l'idée. Mais il y avait essentiellement, pour moi, cette époque-là d'un cinéma qui est ce cinéma de l'époque de Blier, de l'époque de Joël Seria avec les Galettes de Pont-Aven et ce genre de trucs. Ça devient un petit peu plus popu, c'est un grand mot, parce qu'il n'y a pas eu autant de gens, mais ça a marqué une époque. Et moi, je faisais référence plutôt à ce cinéma-là. Sinon, je fais appel à des cinéastes. Bon, je fais appel surtout à des amis en vrai, mais Gaspard Noé, par exemple, en fait, je fais appel à eux pour une bonne raison. Moi, je suis entouré de gens comme en musique, comme par exemple les Justices qui ont vachement de visuel en tête quand ils font de la musique, ou Quentin Dupieux, Oiseau, en musique, qui a immédiatement des images et qui est cinéaste. Toi, c'est pas ton cas. Alors moi, c'est carrément, j'ai 0 image quand je fais de la musique. Donc j'ai vraiment 0. C'est éventuellement des émotions et des trucs comme ça qui me viennent, mais c'est pas des images. Donc je vais aller voir une personne qui fait en image ce que moi je fais en musique. C'est-à-dire que je vais aller filer ça à un cinéaste ou à quelqu'un dont je suis certain qu'il va faire sa partie du job comme moi, de la même manière que moi je l'ai faite, qui a la même passion pour faire ça que moi je l'ai. Mais je lui donne vraiment le bébé en disant... Alors après, moi je leur dis rien. Je dis, tu fais absolument ce que tu veux. Gaspard Noé, tu vas pas lui filer un truc en disant... alors, il va avoir 2-3 restrictions, ça va le faire chier dans la seconde. Donc voilà. Je te demandais l'importance du cinéma dans ta vie de création et la mode. La vache, en vrai, genre c'est gênant pour les gens avec lesquels je bosse. D'ailleurs, c'est pas si gênant que ça, je pense. Mais j'ai vraiment 0 rapport direct à la mode. Enfin, genre, ça fait 15 piges que je suis habillé de la même manière. En plus, j'ai choisi un truc d'une neutralité la plus absolue. Donc, j'ai pas de rapport à la mode. J'ai un rapport aux gens qui sont dans la mode, comme Anthony Vaccarello, puisqu'il m'avait appelé pour faire et ça a continué d'ailleurs encore jusqu'à maintenant. Et justement, on peut regarder. Ouais, bien sûr. Une grande marque de couture française, dont je peux pas dire le nom, fait appel à tes services pour mettre en musique ses défilés. Et ça donne ça. Combien de temps tu as en général pour mettre en musique 20 minutes de défilé? J'ai 3 jours.
J'ai 3 jours chrono, mais ça c'est spécifique. Je m'en suis rendu compte en gros, la genèse de moi qui me retrouve là-dedans, c'est à la fin du disque de Charlotte, au moment où j'étais en train de le finaliser. Il y a sa directrice artistique qui parallèlement travaillait aussi avec Anthony Vaccarello, qui est Nathalie Canguilhem, me branchent avec eux et disent, mais eux me disent ça nous intéresse de tester au moins une fois. Et moi, pour l'époque, je dis l'époque parce que ça doit faire quasi 4 ans hein, que je fais ça. Je leur dis, de ce que je sais, les 3/4 des mecs qui font des musiques pour les défilés, ils ont tendance à prendre des musiques déjà existantes. Et là, moi, l'idée, c'était de faire un truc exprès, en gros, sans faire des jeux de mots un peu profonds, d'habiller le show, puisque moi, je m'y connais pas. Donc, eux me donnaient un petit peu, ils me montraient un peu là, tu vois, genre, ils me montraient le plateau et tout l'esthétisme du truc, vaguement les thèmes qui allaient avec, les thèmes genre des vêtements. Après, c'est très abstrait au début. Au tout début, là, je commence à cerner, mais au tout début, c'est très abstrait. On te dit genre, il y aura du cuir, tu vois, genre des trucs comme ça. Il faut traduire ça en musique. Et justement, j'ai lu que tu finissais généralement ce que tu avais à rendre entre guillemets 5 minutes avant le défilé. C'est arrivé. C'est même pas. Je dis c'est arrivé, c'est quasiment toujours le cas. Là, cette fois-ci, je crois que pour celui-là, on a réussi à finir la veille. Hein. Mais C'est-à-dire qu'il y a du progrès. Ouais, mais en fait, ça fait partie du truc qui est intéressant pour moi. C'est-à-dire que certes, c'est genre très short, mais parce que eux aussi hein, sont dans des trucs qui sont très très. Tu vois, t'as cette image quasiment caricaturale du mec qui finit par foutre l'épingle et la meuf saigne dans le dos et elle part, et elle va sur le. Et toi, en musique, c'est exactement le même rapport que tu as à ça. Tout est très très speed, mais pour moi, c'est un avantage puisque comme je le dis, on en avait parlé un peu avant, c'est l'exercice dans lequel tu as le moins de possibilités de foutre cette fameuse casse-cerveau. C'est-à-dire que tu découvres quasiment en même temps que les gens, parce que quand tu l'as rendu 5 minutes avant, tu n'as pas eu le temps de le réécouter. Peut-être que j'exagère un peu, mais moi j'ai un souvenir systématique d'avoir vraiment les 3 jours très très intenses pendant lesquels tu dors pas. Et tu largues le truc et en fait, toi, les mecs, ils t'envoient une bagnole, t'arrives, t'es assis parce qu'il faut voir si tout est bien foutu et tout, et tu découvres en même temps que les gens. Et c'est ça qui est assez jouissif, c'est qu'en général, dans les processus de musique, déjà c'est relativement lent quand c'est pour toi ou quand c'est pour d'autres artistes. C'est lent pour des bonnes raisons, il faut le temps que ça se fasse, etc. Et en plus, après, tu attends qu'il y ait tout un dispositif de mise en ligne et de vente du truc. Alors que là, tu fais un truc, tu as 3 jours pour le faire. Et ça existe pour une partie qu'on va appeler, qu'on va dire être élitiste, parce que c'est le milieu de la mode. Mais ça existe pour ce pourquoi on te l'a commandé. Ça existe quasiment, genre c'est immédiat. Et ça, c'est relativement jouissif. Mais après, oui, je serais incapable de dire. J'entends des mots extrêmement étranges que je connais pas, des histoires de talons bobines, de je sais pas, et de trucs. Et je n'y connais rien. Mais ça, je leur ai dit dès le début. Hein. Et c'est pas dérangeant, je pense. Alors, est-ce qu'on peut remonter bien avant les défilés, avant Thirst, Ouais. même avant Total, avant Headbanger, j'ai lu, je sais pas si c'est vrai, que tu avais fait des sons pour un groupe de rap qui s'appelait Cercle Vicieux. Pour des gens qui appartenaient au cercle vicieux. C'est vrai. T'avais quel âge ? Ça a dû se faire entre mes 16 et 20 ans. Il y a un truc qui était sorti sous le... Il y avait un rappeur qui est toujours là, qui s'appelle Narcisse, qui faisait partie du cercle vicieux, mais qui avait son truc à lui en dessous. Et un autre qui s'appelait G-Style. Et il y a des morceaux qui sont sortis, ouais. Il y en a un, en tout cas, que je sais qui est trouvable. Donc c'est vrai. Et comment t'es arrivé Je me rappelle pas exactement comment je suis arrivé là. Mais C'était tes premiers sons signés que les gens ont pu écouter ou pas ? Alors, les gens, à mon avis, c'est un grand mot, mais surtout, c'est une autre époque.
C'est-à-dire que le moment où ça sort, le moment où il est fait, on est fin 90. On n'est pas sur de la distribution, il n'y a pas Internet. Enfin, il y a Internet, mais c'est pas là-dessus que tu écoutes. Je suis arrivé là parce que c'était le truc qu'il y avait à l'école, que je ne sais pas par quel type. Moi, j'ai fait que j'allais dire, ça a vachement changé maintenant, mais moi, j'ai fait que des lycées de merde. Et c'était le truc de l'époque. Donc tu rencontres, je sais pas, j'ai fait des rencontres et ça allait jusqu'effectivement de Suresnes à Trouville, non, Trouville, je confonds. Sartrouville. Sartrouville, Putain, ouais. Trouville, c'est plus on n'est au nord. pas sur le même. Donc j'ai rencontré plein de gens, dont des membres de la Clica, parce que tout ça en fait se connaissait, le C'est ça. cercle vicieux. Le cercle vicieux, c'était fait par des anciens de la Clica. Ouais, mais ça c'était un sous-groupe de la Clica qui s'appelait Criminologie et qu'on changeait de nom entre-temps, etc. Mais parce qu'à l'époque, pour moi, le rap, c'était vraiment le truc le plus... quand tu travailles avec un ordinateur, c'était le truc qui était le plus inventif. Très jeune, tu as l'époque NTM, puis la Clica, puis... Et après, il y a eu ce que je découvrais, moi, avec Gangstar, et donc avec DJ Premier, et donc avec Timbaland, et d'autres, et J Dilla, et en fait, c'était extrêmement inventif. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de musique électronique parce que c'était fait avec des ordinateurs, mais les mecs qui cartouchaient le plus dans ce truc-là, les mecs qui avaient le plus d'idées, ça se passait un peu là. Donc c'était un des trucs les plus intéressants pour moi. Enfin, moi, je ne faisais pas de distinction spécifique déjà à l'époque entre les genres, et donc tout était intéressant. Et le rap, ça a été une des... Parce que j'étais à l'école et que ça s'est fait un peu, je pense, comme tout le monde, comme probablement dans les années 70, les mecs prenaient des guitares et... donc ça s'est fait comme ça, quoi. J'ai une dernière question, Sébastien. C'est une question en vrai ou faux. J'ai lu très récemment que ton grand-père concevait des ogives nucléaires en Serbie. C'est vrai? Entre autres, c'était un ingénieur militaire, c'était l'ingénieur militaire de Tito, qui était donc le chef d'État de l'époque. C'est vrai, mais je ne sais pas ce que ça révèle de ta musique. De ma musique. Est-ce qu'il y a un lien? Ouais, non, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci. On rappelle que l'album Thirst est déjà disponible. Merci d'être venu. Merci. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Yeah. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.